Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RIG sur 90.7 ou rigfm.fr. Vous êtes sur le point de vivre l'expérience Et Caetera en présence de Didier Lafargue, historien de formation, ex-libraire, essayiste et correspondant pour le journal quotidien Sud-Ouest et également le Courrier de Gironde, m'a-t-il dit. Il nous parlera de ses réflexions autour de la personne humaine dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, paru aux éditions du Désir. Il se prêtera également au jeu de la création en direct, avec un exercice de circonstance, et partagera avec vous 2 textes de son choix. Didier, bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous sommes donc en votre présence. On va parler directement de votre ouvrage. Je vais baisser un petit peu la musique directe de fond, voilà, qui me déconcentrait. Le bed. Voilà, donc votre ouvrage s'appelle La personne humaine dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Est-ce que vous pouvez nous parler, pour cette première question, de quelque chose de général, de votre démarche et de tout ce qui permet de comprendre ce livre ? On vous écoute. Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher, je suis désolée, du micro, qu'on Bien puisse sûr. entendre. Je vous écoute, on vous écoute. Oui, voilà, je me suis intéressé, je me suis passionné pour ce personnage, Carl Gustav Jung, depuis des années. À l'origine, je dois préciser tout de suite que le scientifique, le savant, le psychanalyste, le psychologue, tous ces aspects m'ont peu intéressé. D'accord. Ce qui m'a intéressé chez lui, c'était bien davantage le sage, le philosophe. Enfin, j'ai essayé de faire un essai sur la sagesse de Jung, et une sagesse propre à séduire, à intéresser le plus grand nombre de lecteurs possible. Bon, je ne suis pas du tout psychologue de formation, je suis historien. Alors, ma formation d'historien et mes connaissances en art aussi, en littérature, m'ont permis de donner des exemples concrets permettant d'expliquer la sagesse, la philosophie de Carl Gustav Jung. Mais encore une fois, c'est le philosophe qui m'a intéressé, tel que chacun peut l'apprécier dans sa vie quotidienne. Voilà. D'accord. Et alors à l'origine, je me suis toujours intéressé au problème de la personnalité. Enfin, ça vient de mon père à l'origine. Mon père était passionné d'histoire également, c'est lui qui m'a transmis sa passion. Et quand il parlait avec nous en famille, il considérait toujours que il donnait une très grande importance à la personnalité. Ce sont les personnalités qui font l'histoire. Il lisait beaucoup de biographies historiques. Plus tard, j'ai également été passionné par les propos de mon professeur de philosophie, Madame Arfel, en terminale. Alors, elle est allée dans le sens de mon père. Elle aussi accordait une très grande importance à la personnalité. Et notamment, elle m'a intéressé à l'univers des mythes, des symboles, à l'imaginaire et tout ce qui fait le fond de la sagesse de Carl Gustav Jung. Est-ce que Gustav Jung, Carl Gustav Jung, je pense que beaucoup de gens connaissent l'impact de son travail sûrement dans la vie quotidienne, comme vous disiez, mais peu de gens savent au fond qui il était. Alors même si on veut vous intéresser peu au côté psy du personnage, est-ce que vous pouvez raconter, selon un angle que vous choisirez, qui était ce personnage, qui il est, qui il a été, qu'est-ce qu'il représente ? Peut-être résumer en gros ce qu'on peut trouver dans votre ouvrage, tout simplement. Oui, alors j'ai parlé rapidement de la vie de Carl Gustav Jung. J'en ai parlé, j'en ai fait un résumé, disons, synthétique dans une longue introduction. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'homme concret. Il a toujours toujours donné une importance au rapport de l'homme, entre l'homme et la nature, entre l'homme et le monde. Notamment, il parlait il donnait une certaine importance au travail manuel. Lui-même s'est attelé à une tâche qui l'a beaucoup intéressé. Il a essayé de construire une tour dans la ville de Bollingen. Donc tout ça pour dire que il s'intéressait à l'homme concret, l'homme terre à terre, et à partir de là, c'était la base de sa sagesse.
sagesse qui a pour base une certaine humilité qui est l'apanage de l'homme. Bon, humilité précisément vient de humus, la terre. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a un rapport entre ce travail autour de Jung et vous avez écrit des textes, je pense, ou des articles, on va dire, autour des contes, peut-être l'analyse des contes. Je crois que j'ai vu ça sur Internet vous concernant. Il doit bien y avoir un rapport, j'imagine, entre votre analyse du travail de Jung et votre travail concernant ces contes ou des essais autour des contes. Je ne sais pas, quel est-il, ce lien ? Oui, alors, toujours je viens de dire que Jung est un homme concret. Bon, il est célèbre pour sa théorie sur l'inconscient collectif. Bon, contrairement à Freud qui ne concevait que l'inconscient individuel et un inconscient assez négatif, réceptacle de pulsions essentiellement sexuelles pour lui. Bon, Jung voyait dans l'inconscient, donnait à l'inconscient un caractère beaucoup plus large. Bon, il était d'accord pour dire qu'il y avait un inconscient individuel, mais au-delà, il y avait aussi un inconscient propre à tous les hommes, qu'il devait appeler plus tard l'inconscient collectif, et dans lequel se trouvaient présents ce qu'il appelait les archétypes, c'est-à-dire des forces, des puissances communes à tous les hommes. Et de ces archétypes, précisément, proviennent tous les images, tous les symboles que l'on retrouve dans les mythes, les légendes, les mythologies de toutes les religions. Et alors, le rapport entre Jung et effectivement mes essais, comme vous dites, mes essais littéraires, la littérature fonctionne beaucoup sur le concret. Bon, le philosophe Alain disait, il était enseignant, que la philosophie devait donner un aliment spirituel à la littérature devait donner des exemples concrets à la philosophie. Donc, effectivement, pour moi, la littérature a un côté très, très, très proche de la sagesse, de la philosophie de Jung. Parce que Jung disait que Jung parlait de l'homme intemporel, ce qu'on appelle l'art classique. L'art classique, autant au niveau de la peinture que de la littérature, c'est toujours une vision de l'homme dans son éternité, l'homme intemporel. Donc par conséquent, dans les descriptions que tous les classiques ont fait de l'homme, pourquoi ils sont devenus des classiques ? Parce qu'ils ont montré l'homme intemporel, une vision de l'homme. Dans les contes, c'est ça. Oui. On retrouve cette espèce d'intemporalité, c'est ça. Oui, voilà, mais aussi dans les classiques, dans les œuvres classiques de Racine ou de Corneille, par exemple. Il y a une pièce de Racine, Mithridate, je crois, qui parle du père. Le père s'oppose au fils. C'est l'image intemporelle du père qui est issue d'un de ces archétypes dont parle Jung. Donc c'est ça pour moi le lien entre. Je trouve qu'il y a un lien très fort entre la littérature et la philosophie de Jung. Donc cela me permet justement d'avoir une nouvelle approche des grandes œuvres littéraires qui ont été écrites à chaque époque. D'accord. Vous dites donc de Jung qu'il était un personnage sage. Est-ce que cette sagesse, parce que vous avez donné un autre terme et j'ai pensé à cette... Est-ce qu'il me semble que Jung était connu aussi pour être autant praticien que théoricien, c'est-à-dire qu'il mettait ses théories en pratique dans la vie quotidienne, contrairement peut-être à d'autres... Est-ce que c'est vous qui avez... Je l'ai cueilli dans votre livre ou pas du tout, ça ? J'ai un souvenir comme ça quand vous parlez de sagesse. Je pense à cette... Oui, autant que possible, oui. Il y a certains grands penseurs qui énoncent des théories, mais qui ne les vivent pas forcément. Jung, autant que possible, a essayé de coller avec ses idées. J'ai dit il y a un instant que lui-même... d'abord, il était très sportif, il faisait du bateau, et puis il avait essayé, comme je l'ai dit, de construire une tour de ses propres mains. Donc... Voilà, pour lui, je le dis dans mon essai, il a toujours conçu l'homme dans sa globalité. Il y avait l'homme, c'est-à-dire que l'esprit devait être en harmonie avec le corps. Et donc le corps devait être intégré à
à la vie de l'esprit, était une base incontournable de la connaissance de soi. Et pour intégrer le corps, donc il fallait user de ses mains, un peu comme le faisaient les cisterciens. Et le travail manuel, le travail de la terre, ou simplement jouer d'un instrument de musique, avait une certaine importance, parce que